une super santé, c'est le principal. Et alors, une bonne année, une bonne saison d'élevage à tous. C'est aussi le hobby qui nous réunit ici ce soir. Oui, mais ça viendra après, quand on a les oiseaux, on a les championnats. On a bien sélectionné, et donc on va avoir des bons jeunes. Ici, donc, je présente M. Yves Botton, qui me fait le plaisir de venir sur la préparation à l'élevage. Il est vétérinaire, il est... Oui, il était, mais enfin... et alors, éleveur averti en Gloucester et en indigène. Oiseaux européens, ça dit maintenant. Voilà, donc je vais lui laisser la parole parce que, comme on est nombreux, s'il y a question-réponse, pour pouvoir que tout le monde puisse demander un petit peu ce qu'il chiffonne ou ce qu'il répondrait. Comme ça, ben, on aura le temps de pouvoir le faire, pour ne pas trop s'éterniser. Les poissons sont là dans le fond. Quand vous avez soif, ici, on a mis les poissons donc ici à 1 € et on paye en fait de conférence pour ne pas commencer chipoter avec l'argent chaque fois qu'on prend une boisson. Donc, comptez les boissons que vous avez pris et en fait conférence, on passe chez Claire ici, la trésorière, et on paye les boissons. Alors j'annonce aussi, donc les bourses sont interdites jusque le 20 janvier. Nous autres, notre bourse était prévue le 25 janvier. Ça m'embête un petit peu, parce que on va devoir tenir la salle jusqu'au 25, au moins jusqu'au 20, et peut-être le 20, on va être prolongé, on ne sait pas. Bon, s'il y a un foyer qui se déclare d'ici là, ben voilà. Maintenant, donc le 25, c'est à Armoire. Nous autres, nous avons repris les bourses du club d'Armoire. Il y a des gens d'Armoire ici, et je les remercie d'être venus. On a repris les bourses d'Armoire. C'était des bourses qui marchaient bien. On les a laissées à Armoire pour ne pas délocaliser une bourse qui marchait bien. Et il y a un parking, et la salle est bien éclairée, il y a du monde. Chaque fois qu'on y allait, les oiseaux se vendaient bien, il y avait beaucoup de mouvement dans cette salle-là. Donc on a voulu conserver la même salle. Et donc le 25, théoriquement, ce sera le Canari Chiléen qui organisera la bourse à Armoire. J'espère vous voir aussi nombreux et qu'on puisse la faire. Voilà. Donc, maintenant, je laisse la parole à M. Botton et je le remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Merci, bonsoir tout le monde. Comme dit Serge, j'ai été vétérinaire, je ne travaille plus pour le moment depuis quelques années. Comme ça, je continue à élever des oiseaux. Donc, il m'a demandé de parler de la préparation à l'élevage. C'est un grand sujet qui ne veut rien dire, dans le fond. Et en fait, moi ici, je vais, les recettes, je ne vous en donnerai pas. Il y en a tant que vous voulez, des schémas, et qui sont pour moi plus pour occuper les gens que travailler sur les oiseaux. Tel jour c'est ceci, tel jour c'est cela. Ça occupe l'éleveur, quoi. Mais je ne sais pas si c'est si efficace que ça à ce niveau-là. Au niveau de cette préparation à l'élevage, je vais utiliser mon grand tableau, généreusement fourni. On peut essayer de le mettre plus haut, si tu as plus facile. Mais je ne sais pas s'il va se casser la gueule, si je me suis. Il faut mettre plus haut. On avait mis là pour qu'il soit éclairé. On va faire beaucoup de gamins. Donc préparation à l'élevage, c'est bien, mais les oiseaux, c'est toute l'année en fait qu'on doit les préparer. Heureusement pour l'espèce humaine, si l'espèce humaine devait se préparer chaque fois, comme on prépare nos oiseaux, il y a déjà longtemps qu'il y en aurait plus sur la terre. Si on prend, je vais dessiner un canari, je vais plutôt dessiner un poussin qu'un canari. Voilà. Donc si cet oiseau-là qu'on prépare pour l'élevage, il y a 36 composantes. Il y a tout d'abord, quand on va préparer pour l'élevage, il y a tout ce qui est génétique.
Ça, c'est déjà un gros point qu'il faudra bien réfléchir. Au stade où on en est, pour la saison qui vient, on a quand même déjà nos idées qui sont bien en tête. Il y a tout ce qui est conditions d'élevage, l'environnement, ce qui est lumière, température, humidité, en disant bien que les oiseaux s'adaptent quand même à beaucoup de choses. Il y a la conduite de l'élevage. Je dis conduite de l'élevage, ça on va peut-être passer tant là-dessus parce que chacun a ses idées. Est-ce qu'il faut mettre les jeunes, les mâles avant les femelles? Est-ce qu'il faut aussi, est-ce qu'il faut là? Mais des trucs tout cons, un jeune mâle qu'on dit stérile, si la moindre des choses, c'est quand même, s'il ne féconde pas, c'est au moins de toiletter la femelle avant de déclarer que le mâle est stérile. Surtout si c'est des oiseaux avec des grandes plumes. Commençons quand même par toiletter la femelle. On verra bien après s'il est encore stérile. Préparation à l'élevage, il y aura tout ce qui est alimentation. Alimentation de base, plus ce qui est au niveau vitamines, minéraux et autres. Et aussi tout ce qui est santé de l'oiseau. Un oiseau qui n'est pas en état, il ne se reproduira pas. On nous a toujours appris que la fonction de reproduction était une fonction de luxe et qu'en cas de disette, c'était la première des choses qui était supprimée en cas de luxe. Donc un oiseau qui n'est pas en santé ne va pas se reproduire. Tout comme un canari ou un oiseau qu'on a su sauver. Un oiseau qui a été malade, c'est pas à vous que je dois apprendre que souvent il ferait beaucoup mieux de crever que de survivre à nos essais de traitement, parce que généralement, on n'en fait quand même plus rien après. Et ici, on aura entre les deux, c'est entre les deux, c'est tout ce qui est, mais ça on ne s'étendra pas là-dessus, mais je donnerai quelques pistes, comme ça vous allez dire, tiens, c'est vrai, ça peut marcher chez moi ou pas, tout ce qui est prébiotique et probiotique. Parce que, en gros, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aider l'oiseau. Il ne faut pas être prétentieux et croire que c'est nous qui sommes efficaces. On doit aider l'oiseau à se préparer. C'est un peu la fierté mal placée de dire moi je fais ça et c'est l'oiseau qui fait ça. Je traite la maladie et la maladie c'est moi avec mes médicaments qui fait en sorte que non. On a donné les médicaments et on a aidé l'oiseau à lutter lui-même. Si on arrive à ne plus avoir d'oiseaux qui savent lutter eux-mêmes, qu'on le laisse là, il vaut encore mieux qu'il crève. Au niveau génétique, deux, trois choses. Une chose qu'on rencontre fréquemment, deux champions, c'est pas à certains d'entre vous que je dois le dire, deux champions font rarement un champion. Ce qu'il faut d'abord, c'est de trouver toute une complémentarité dans les oiseaux. Et c'est d'ailleurs un des problèmes quand quelqu'un vient chercher des oiseaux chez vous. Si vous demande de choisir, c'est le pire des cadeaux qu'on peut vous faire, c'est de dire choisis pour moi. Ouf. On ne sait pas. Hein? Sauf s'il dit, tiens, moi j'aimerais bien une souche qui pond peut-être un peu plus ou qui soigne très bien, mais autrement, c'est un cadeau qu'on ne sait pas faire. Hein? Ça, choisir pour quelqu'un, il faut vraiment que ce soit complémentaire. Au niveau génétique, il y a tout suivi. Il y a régulièrement des gens qui commencent avec des bonnes souches et après 3 ans, il n'y a plus rien. Et là, moi je suis quand même un adepte et c'est quand même fort important d'avoir ce suivi au niveau génétique pour gérer la consanguinité, c'est-à-dire l'exclure totalement ou jouer en partie sur la consanguinité, mais en sachant bien ce qu'on cherche. Pour ça, il y a 36 programmes, mais je trouve qu'en Excel, par exemple, il y a moyen de faire des choses merveilleuses et très faciles avec un tableur Excel. Si certains d'entre vous sont intéressés, moi j'en ai à la maison, je peux le transmettre à Serge à l'occasion. Moi je remonte jusqu'aux arrière-grands-parents, mais en encodant qu'une fois l'oiseau, ça ne sert à rien. Une fois que l'oiseau est dedans, si on dit que son père c'est un tel et que son père est dans la base de données, on remonte jusqu'où on veut. Et alors, quand on compare deux oiseaux, quand on met deux oiseaux ensemble, on sait automatiquement voir si on joue la consanguinité ou si on ne joue pas la consanguinité. On discutera peut-être de ça tantôt, mais c'est un choix de chacun. Ça. Il joue ou pas
la consanguinité. Et donc là, je trouve qu'au niveau génétique, c'est quand même indispensable d'avoir un suivi. Tout ça dans le cadre d'avoir d'oiseaux d'exposition. Il y a encore un autre cas, c'est l'élevage d'espèces difficiles, mais ça c'est autre chose. Le choix de producteurs d'espèces difficiles, il faut se référer, quand on a commencé à élever avec des oiseaux de capture, à qu'est-ce qu'on prenait pour choisir nos femelles. On prenait des femelles qui étaient capturées et qui tout de suite nous parlaient. C'est une femelle qu'on avait capturée et avec qui ça passait, ben, il y avait beaucoup plus de chances qu'elle allait pondre qu'une qui commençait à faire ça pendant des jours et des jours. Donc, mais ça, c'est... donc pour ce qui est espèces difficiles, c'est peut-être encore le cas, mais si elles sont difficiles, les reproducteurs, je suppose, doivent être très difficiles à trouver aussi. Au niveau conditions d'élevage, ouais, température. Oui, il y en a qui disent qu'il faut arriver à 14, 16, 17 degrés. Oui, peut-être bien. Il y en a qui élèvent plus bas. Je trouve que ce n'est pas en chauffant les oiseaux qu'on les fera venir en état, c'est en travaillant essentiellement avec la lumière. La lumière et le temps. Le temps, c'est-à-dire les jours et les jours qui passent. Au niveau lumière, là, ça c'est quand même indispensable de pouvoir travailler et d'arriver au moment de la reproduction, au moment de l'accouplement, au moins à 14 heures. Mais toutes les lumières ne se valent pas. La lumière, en fait, elle a deux effets. La lumière a un effet pour stimuler l'oiseau pour qu'il vienne en feu, qui s'excite. Et alors, la lumière naturelle, elle a également un effet au niveau vitamine. Le spectre solaire fait en sorte que si l'oiseau est exposé au soleil, il va développer, il va synthétiser la vitamine D essentiellement. Donc là, on se retrouve devant différentes installations et personnellement, en se basant en grande partie sur ce que le Dr Coutet dit, l'idéal, quand on travaille par exemple avec des néons, c'est de prendre des ballasts électroniques. Ces ballasts-ci, je crois que c'est encore des anciens, ils sont à 50 ou 100 Hz et les oiseaux, ils perçoivent et ils sont à la discothèque. Tandis qu'avec les ballasts électroniques qui sont à 1000 ou plus Hz, l'oiseau n'a plus ce flash. Parce que je crois que si on nous mettait dans une discothèque perpétuelle, on ne serait pas toujours très très vaillant non plus. Et maintenant, il y en a, je ne crois même pas qu'on en vend encore des pareils pour 10 € maintenant, des éclairages au niveau ballast électronique. Et alors il y a, si on veut disons, avoir l'effet de la lumière du soleil, on peut travailler aussi avec des vitamines. Mais à ce moment-là, il faut travailler sur les spectres des néons. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu tous les néons. Tous ces néons, ils sont caractérisés par généralement, c'est 3 chiffres. C'est un chiffre, par exemple, 8 ou 9, généralement, et 60 ou 70. Donc, il y a un rendu couleur et il y a les degrés Kelvin. Si vous avez dû changer des ampoules, des belles ampoules chez vous pour le moment, et que vous allez dans un GB, vous pouvez vous arracher les cheveux avec les LED et les palettes, et les 2400 Kelvin, les 4000 Kelvin, etc. Ben, nos oiseaux, c'est un petit peu la même chose. Le spectre de la lumière solaire, il est plus du côté des 6000 ou 7000 Kelvin. On retrouve ces Kelvin-là, ce type-là, avec tout ce qui est néon Biolux. Et il y a également les tubes de chez les Grolux aussi. Mais les Biolux sont quand même moins chers que les Grolux. Il y en a qui achètent aussi des tubes d'aquarium. Mais toute la gestion de ces tubes pose problème à long terme parce que on ne sait pas savoir s'ils émettent encore leur rayon ou pas. Il fait encore clair et il faut à ce moment-là se mettre à jeter des tubes après X mois. Un tube il est clair, des tubes de 20 €,
je sais pas, on va les garder, alors qu'en fait, ils n'éclairent plus. Donc, ça, c'est la problématique des gens qui ont des oiseaux qui sont éclairés en permanence par un éclairage artificiel sans lumière. Si vous avez des mâles qui ne viennent pas en forme, donc essentiellement, ce serait essentiellement des mâles qui ne féconderont pas, pensez quand même à faire une fois le point sur votre éclairage. Je ne dis pas que si vous éclairez avec des néons normaux, vous aurez une catastrophe, mais si vous avez un problème, pensez, je vais quand même rechecker une fois mon éclairage pour voir où j'en suis au niveau spectre de lumière. L'humidité, ce n'est pas pour une préparation à l'élevage, on se retrouvera plus au niveau éclosion. Donc là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais ces trois conditions, c'est quand même la base de tout. Avec, évidemment, je n'en ai pas parlé tantôt, mais la lumière, 14 heures sur X semaines. Le temps est aussi efficace que l'augmentation de lumière. Nos dimères, je crois qu'ils sont à 3 minutes. Oui. Je peux me permettre de prendre la parole? Oui, allez-y. Je ne vous empêche pas. C'est simplement pour expliquer, quand vous dites 14 heures, vous avez entièrement raison. Et je vois partout, sur des forums, etc., des gens qui mettent maintenant à couver, qui accouplent des oiseaux, et qui sont tout contents d'avoir des œufs. On ne sait pas s'ils seront fécondés, parce que ça dépend du mâle. Si la femelle pond, c'est qu'en principe, elle est à terme en bonne condition pour ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand les jeunes éclosent, si vous n'avez pas une longueur de journée suffisante, ces jeunes-là n'auront pas le nombre suffisant de béquilles, on va dire, de nourrissage. Il faut bien se dire que, et on le remarque souvent dans l'élevage, c'est que des jeunes qui ont été élevés, qui ont été sevrés dans des journées où il n'y avait que 10 heures de clarté, se développent moins vite que des jeunes de la deuxième nichée, qui sont élevés en avril-mai, où les journées sont plus longues. Et ça, on le remarque. Et les gens ne sont pas, enfin je pense, les gens ne sont pas assez attentifs. On se dépêche, on dit il faut avoir des jeunes, c'est bien, on démarre très tôt, mais il faut surtout faire attention à ça. Le jeune qui naît a besoin d'énormément d'heures pour être nourri. Et quand il fait noir, forcément ses parents ne le nourrissent plus. Ils vont dormir aussi. Et la longueur de journée de nourrissage est très importante pour moi dans le développement des jeunes. C'est ce que je voulais dire en complément de ce que vous avez dit. Voilà. Tout à fait. Il faut faire attention à ça, je trouve. Et si vous n'apportez pas un apport par un éclairage artificiel suffisant et de bonne qualité, vous allez avoir des jeunes très tôt, mais qui ne se développent pas. Pas bien, Si ce n'est qu'en pas nourrissage, suffisamment bien. les ampoules normales peuvent suffire. Il suffit qu'ils voient clair. Moi, Mais je n'ai pas de l'éclairage artificiel, oui. mais je veux simplement apporter cette attention-là en disant, élever trop tôt, ça ne sert à rien, parce qu'il faut, voilà, le nombre de béquilles suffisant dans la journée pour que les oisillons soient bien nourris. Vous avez déjà coupé ma conclusion, ça ne sert à rien de stresser. Je vous ai imaginé le travail. Avoir une précision quand vous parlez de la lumière naturelle. Vous dites exposition au soleil, c'est une exposition directe au soleil ou bien c'est une exposition à la lumière du jour? Il y en a qui disent que les rayons UV ne traversent pas les vitres. Voilà. Ce que je n'aime pas, c'est ça, par exemple. Ça sert à rien. Vous allez mettre des gros luxe là derrière, gardez vos sous. Alors dans les vitres, il y en a 36 sortes, mais parce que maintenant avec tous les vitrages qu'il y a, je crois qu'au travers des nouveaux vitrages 1.1 ou autres, avec toutes les feuilles qu'il y a, ça c'est de la lumière. Ils voient clair, mais donnons des vitamines D, autrement il n'y est pas encore. Tu voulais dire une chose, Patrick? Oui, je dis aussi dans l'élevage, mais surtout pour l'indigène, je ne vais pas parler avec les Ouais, parce que quand on commence, pour ceux qui commencent trop tôt, qui sont à l'intérieur, donc qui ne commencent pas à des dates qui correspondent aussi avec la nature, que l'oiseau, il reste quand même, il a ça dans le sang, c'est dates, à lui. Hein? J'en vois beaucoup de gens qui proposent plein d'histoires,
qu'est-ce qu'il faut donner, il y a ça pour les mettre en feu, pour que mais tout ça, ça peut se reposer après sur l'autre truc que tu vas sur la santé de l'oiseau après. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent pour pouvoir monter leurs oiseaux en feu beaucoup plus tôt, qui cherchent, mais ça peut faire arme contraire après sur la santé. Donc ça, il faut, pour ceux qui élèvent à l'intérieur, ils doivent faire attention aussi. Et aussi, ce sera les premiers à dire qu'est-ce qui se passe dans mes oiseaux, les œufs sont clairs. Mais ils sont clairs pourquoi? Parce qu'on est au mois de mars ou au mois de février et que ces oiseaux-là ne sont pas faits pour se reproduire en mois de février. Oui, c'est ça qui... Et de toute façon, même les oiseaux, ils sont quand même bien faits. Peut-être les canaris au niveau coloration, mais en indigène, les tardifs, ils muent plus jeunes, ils muent beaucoup plus tôt que les autres et ils sont mués en même temps. Quand ils ont fini, Sauf le chardonnay. Sauf le chardonnay. Ouais, mais si tu prends des chardonnays qui naissent au début septembre, laisse-leur le temps d'avoir des roues. Oui, mais pas en Bouvreuil. Hein. En Bouvreuil, sur les dernières nichées, rattrape ceux de première nichée, même qu'il y a 3 mois de différence entre façon de parler. Mais en chardonnay pas. En chardonnay, ils en mettent plus tard. Ah oui. Alors, en chardonnay, moi c'était surtout du temps où... Ouais, mais de ce temps-là, au mois de décembre, c'est le temps du rock'n'roll dans les années. De ton temps, au mois de décembre, c'est pour un coup de taquin. Donc c'est bien la preuve que le chardonnay pas. Eux, à mon avis, ils ont leur autant de temps immuable. Tandis qu'en Bouvreuil, je vois les premiers jeunes, je ne sais pas combien de temps pour avoir la première petite rouge qui pousse. Ceux de dernière nichée, 15 jours après, ils ont déjà la moitié de la face qui est poussée rouge. Il y a certains oiseaux qui rattrapent d'autres, mais il y a certaines sortes qui, eux, à mon avis, ils ont un laps de temps, ils sont jeunes, ils sont taquins, façon de parler, et ils deviennent adultes, quoi. Je ne sais pas si ça se passe, je n'ai jamais constaté ça en Canaries, mais en Bouvreuil, j'avais déjà constaté ça, que les premières nichées, moi, c'était souvent des femelles. Comme si elles avaient besoin de mûrir plus que les mâles. Moi, j'avais remarqué ça chez moi, mais c'est pas, je n'étais pas un éleveur de... Je ne sais pas, mais je suis d'accord avec ici. Si vous faites 3, je parle par inciserait, c'est ce que je fais. Si vous faites 3 nichés, les derniers vont muer beaucoup, vont faire leur mue juvénile beaucoup plus vite que les premiers. Et ils arrivent plus ou moins en même temps. Si on veut les exposer, ils arriveront à peu près à raison. Les chardonnerets, je ne sais pas. Chardonnay pas, ça Je n'ai pas les chardonnerets, donc je ne sais pas. Mais les taquins inciserais, oui. C'est peut-être parce que la mue est déclenchée par des phénomènes extérieurs qui deviennent exactement les mêmes pour tous les oiseaux. Donc il faut peut-être penser à ça aussi plutôt qu'à l'oiseau lui-même. Hein. Et c'est lié, ils sont La température et la lumière. Oui, Voilà. Donc la mue se déclenche. Hein. oui, mais C'est automatique. c'est lié à ça. Donc cette frénésie qu'ont certains éleveurs... De penser que c'est toujours eux qui sont les patrons. Et de vouloir élever très tôt pour pouvoir être bien coloré pour les expos. Si ça va, tant... Non, si ça va, tant mieux. Hein. Mais il faut, d'abord, avant d'accuser les oiseaux, si on a des œufs clairs, qu'on fasse un petit peu son acte de contrition, c'est tout. C'est à l'éleveur à dire, j'ai peut-être fait une erreur. Et puis de toute façon, même si tu as des œufs clairs, une année, c'est pas pour ça que le mâle ne vaut rien. Tout simplement, il ne se fait pas accoupler, qui n'aime pas cette femelle-là, ou que la femelle ne l'accepte pas du tout. L'année après, tu prends le mâle, c'est le meilleur mâle que tu as, et c'est la meilleure femelle que tu auras. Et ce couple-là, il n'a jamais voulu se mettre ensemble. On a tous eu des ratés dans le monde. Moi je dis toujours, si la femelle pond, c'est qu'elle est prête. Si les œufs sont clairs, c'est le mâle qui est en retard. Oui, ou la femelle qui a un sale caractère. Oui, oui, hein. Oui, mais Je pense que c'est la femelle mais elle n'a pas de tête. Donc, ça, ce sont tous des éléments que vous devez tenir dans votre tête pour quand vous avez des problèmes, vous dire, tiens, oui, ce serait peut-être par là ou par là.
avant de vouloir dire je vais doubler la dose de vitamines, je vais mettre encore ça en plus, et comme dit Patrick, on le retrouvera. Voilà, ça, il n'y a rien à faire. Au niveau conduite de l'élevage, là, chacun a ses techniques. Je reviens simplement sur ces 2-3 détails-là. En indigène, on n'a pas le problème, mais en canarie et en posture encore plus, problème de toilettage des femelles. C'est quand même plus intéressant de faire le toilettage des femelles, même des mâles, à condition de faire ça quand même avec des bonnes lunettes et sans tout couper à ras. Il faut se mettre à la place de ceux-là. Au niveau de conduite d'élevage, là aussi 36 écoles, mâles ou femelles en premier dans les cages. Ça, chacun a... Moi personnellement, je les mets ensemble. Je les mets tous les deux ensemble. Et j'applique une technique, mais qui ne marche pas, je vous le dis tout de suite. Ils sont en éleveuse. Après, quand les jeunes sont sortis du nid et qui mangent presque tout seuls, je retire la femelle et je la mets en box avec les jeunes. Donc j'ai 6, 7, 8 femelles avec tous les jeunes. Les mâles sont en face. Donc, ils devraient être excités. Parfois, les femelles répondent dans les bacs, mais ça ne sert à rien de les faire répondre trop vite, mais il y en a qui... Quand je les remets avec les mâles, ils devraient être fous, et bien j'attrape des œufs clairs. Au deuxième tour. C'est pas le contraire. Mettre les mâles avec les jeunes. Il y en a qui le font. Oui. Ouais, hein. J'ai un principe. Souvent, Bien sûr, excuse-moi. attends, Vas-y. souvent, un bon couple, c'est le mâle qui finit tes jeunes. Tous les bons couples d'oiseaux, c'est le mâle qui finit les jeunes. Les bons. Chacun sa méthode. Moi j'ai un principe, c'est de ne jamais changer la femelle de cage. Et c'est, si c'est possible, de la laisser dans le même milieu dans lequel elle est née. Je m'explique. Quand je veux changer de sang, dans les jeunes que j'ai, je garde toujours les femelles. Si je dois changer de sang, j'achète des mâles. Je garde les femelles et je vais faire produire, dans le, pas dans la cage, mais dans le même style de cage dans lequel elles sont nées. Et je ne les change jamais tout au long de l'année de reproduction, elles restent dans leur cage, je ne les change jamais de place. Si je dois enlever les jeunes, je mets, comme dit Patrick, je les mets avec le mâle, parce que bien souvent le mâle continue à les élever. Pas tous, mais ça arrive. Il y a des mâles qui ne le font pas, il faut les laisser avec la femelle. Il y a des femelles qui assument ça très bien, mais chacun sa méthode, hein, bien sûr. Hein. Bon, je ne vais pas dire ici que j'ai la science absolue, mais moi j'ai pour principe, je trouve, mais qu'on me corrige si je me trompe, bien sûr, ou si j'ai tort, de toujours laisser toute la saison de reproduction la femelle dans la même cage, dans le même milieu dans lequel elle est née. C'est ma façon de procéder. En indigène. Oui. En indigène, je ne sais pas rien non plus, parce que c'est Si tout vous le temps... parlez de moi d'arrêt, je peux la cacher dans mon bureau, elle arrivera à répondre. Hein. Moi, je paye pour voir. Ce que tu dis, c'est pas vrai. Le mot d'arrêt. Je paye Oui, je connais des mots d'arrêt qui font à partir du moment où tu veux en faire des beaux, ils ne comprendront plus. C'est le même problème. C'est presque vrai. Donc, cette conduite d'élevage, c'est vrai qu'il y en a qui séparent les mâles. Ça m'est déjà arrivé aussi, mais si on doit parfois remettre un autre mâle avec une autre femelle, ben c'est en pleine saison, c'est margaille aussi. Hein. C'est le principe de changer. Chacun a ses habitudes, ses façons d'élever, mais je suis d'accord avec vous, les perturber Et après, je ne vous interromps plus. Moi, c'est basé sur le principe que la femelle a son territoire.
j'associe toujours la reproduction d'un oiseau, d'une femelle, elle est liée à son territoire. C'est l'endroit où elle se reproduit. Pour le matriarcat. C'est à peu près ça. Et je parle du principe que quand elle a enregistré le territoire qu'elle a autour d'elle, il ne faut pas la déranger. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Et elle aura plus facile à refaire un deuxième tour, parce qu'elle est habituée dans cette cage-là, dans cet environnement-là. Voilà. Mais c'est chacun son truc. Le problème, c'est que si on te suit, quand on achète un oiseau chez toi, on n'a aucune chance de reproduire avec. Si on te suit dans le raisonnement. Oui, mais tu as raison, mais il faut... Oui, je parle de ce que je fais chez moi. Je suppose que c'est plus facile. Moi, je dis la mais ce n'est pas la seule solution. Mais oui, il a pas avec l'environnement. Ah, mais je veux dire, c'est vrai que c'est costaud. Mais c'est pas toujours évident d'avoir des trucs comme ça. C'est pas évident parce que celui qui met 3 femelles avec un mâle, C'est mon raisonnement. il y en a qui élèvent dans les indigènes 3 femelles dans une volière avec un mâle. Oui, parce que 3 femelles de pinceau ensemble, elles ne restent pas longtemps. Et c'est la femelle qui choisit, hein. Allez, on va changer de sujet. Ça vient stable. Alors, au niveau alimentation, il y a l'alimentation de base, ça chacun soigne ses oiseaux comme il veut. Et selon les espèces, il y en a chez qui il faut soigner, empêcher qu'ils ne deviennent trop gras, et des autres qu'il faut les engraisser. Ça aussi, c'est à chaque éleveur à le sentir. Les mâles trop gras, les femelles ne sont jamais trop en bon point, mais les mâles, il faut quand même éviter. Mais ça dépend des oiseaux. Puis ça dépend aussi dans quel milieu tu les... Moi, pour le moment, en plein hiver, ils ont dû faire de la graisse parce que moi, tout est à l'extérieur. Donc, mais d'office, il a perdu qu'il refait bon. Moi, mes Gloucester, ils ont de la viande pelée pour le moment, ça. Ils ont de la viande pelée et de la pâté sèche, parce que il y a 8h30 quand il fait clair, et à 4h30, ils sont déjà en train de dormir, donc il faut que pendant la journée, les quelques heures qu'ils savent manger, il faut qu'ils mangent. Hein. Oui, et s'il y a du froid, ou qu'ils ont fait de Oui, il leur faut... Donc, ça, l'alimentation, c'est aussi à chacun à voir, mais il faut que ces femelles soient en état, et c'est de temps en temps, quand on les attrape, qu'on sent si on est dans le bon ou pas. Si on est dans le fond ou pas. Oui, hein, c'est quand on les en main qu'on sait où est-ce que ça va aller, ou qu'est-ce que je fais comme connerie, quoi. Maintenant, est-ce que tu crois, je ne sais pas, je te pose la question, je ne sais pas si tu seras répondre, est-ce que tu crois que la graisse, il ne faut pas naturellement qu'après l'hiver qui va venir, des oiseaux qui sont en bonne santé? Parce que moi, je n'augmente pas la manger. Je sais bien, c'est une cuillère à café par oiseau, ça n'a jamais changé. La graisse, elle ne se fait pas avec de l'eau, hein. Oui, mais... Oui, non, mais je veux dire, est-ce qu'ils ne le font pas d'eux-mêmes naturellement? Peut-être parce que je n'augmente pas la nourriture, Non, mais et les oiseaux sont gras. Oui, mais le métabolisme ne sert qu'à ça à cette période-ci. Voilà. Tandis que quand ils sont au printemps, qu'ils doivent pondre, féconder, voler, nourrir leurs jeunes, avec cette quantité de nourriture, ils dépensent une quantité d'énergie incroyable. Tandis que maintenant, il ne faut rien, ils dorment. Et puis c'est le principe de l'effet yo-yo dans les régimes. Hein. Quand les gens se mettent au régime, le métabolisme diminue et ils vont rechercher la dernière calorie qu'il faut. Et puis alors après, avec une alimentation normale, ils deviennent plus gros que s'ils avaient mangé comme il faut. Donc, il y a aussi des oiseaux qui sont habitués, ils gèrent leur métabolisme. Hein. La question c'est, quand sont-ils trop gras? À partir de quel point peut-on dire un oiseau est trop gras? Sauf quand on se rend compte qu'il n'a pas fécondé. Mais avant, parce que moi c'est les gouldes, hein, et c'est le plus grand problème dans l'élevage des gouldes, c'est des mâles qui sont gras. Hein. Premier tour, tu n'as pas les fécondés. Mais il y a des moments où je me dis, bon, ça va encore, et peut-être que j'ai quand même des œufs clairs, et puis je dis, ça, il est bien, mais j'ai aussi des œufs clairs. Hein, donc, c'est la quantité de graisse. La question toute conne que j'ai posée, est-ce que la non-fécondation est due à un problème mécanique, quoi?
ils n'arrivent plus à féconder parce qu'ils ont un trop grand ventre ou pas? Est-ce que c'est vraiment ça? Moi, je te garantis qu'un gros ventre au piquant. Non, mais... Oui, mais... Essaye toujours de te mettre sur la perchoir. Si je peux mettre la main au plafond. Oui, mais c'est très clair ce que je demande. Donc, c'est vrai qu'à certains moments, on va te dire... Donc, la question c'est, est-ce qu'on ne féconde pas parce que leur quantité de graisse est telle qu'ils n'ont pas suffisamment de production de spermatozoïdes, on va dire ça comme ça, ou est-ce que c'est un problème mécanique? Ils n'arrivent pas à féconder la femelle parce qu'ils n'y arrivent pas au vidule tomidique, quoi. Tu vois ce que Moi, je veux dire? pencherais plus vers un problème mécanique. C'est un problème mécanique. Anatomique, il faut qu'il est Ouais, ben, moi aussi. Il faut déjà que ça soit... Moi, il faudrait déjà que ça soit... toi, hein, comme il est là. Ah oui, mais on a la chance. Ouais, ben, enfin, c'est un peu idiot, quoi. Attention parce que je sais bien ce qu'il faut faire. Moi je porte un nom qui n'aime pas beaucoup qu'on porte. Le même nom que moi, c'est son chef, alors. Ça va. Donc, l'alimentation, ça, les femelles, on sait bien, pour bien faire, elles doivent être lourdes. C'est pas gras, hein, c'est lourd que ça doit être. Hein. Et les mâles, un bon coq n'est jamais gras, mais pourquoi est-ce qu'ils ne doivent pas être gras? Que ça. Au niveau, ce qu'on donne comme complément, il y a tout ce qui est vitamines, oligo-éléments. Moi personnellement, on va dire dessus, moi personnellement, je suis aussi un adepte de la réflexion au niveau protéines. Ça c'est tout un débat. Parce que pour moi, au niveau des pondes, essentiellement de la taille des œufs, c'est déterminé en grande partie par la teneur en protéines de l'aliment. C'est très bien décrit chez les poules pondeuses, et j'ai encore refait l'expérience cette année-ci avec du P90, je crois, protéines 90, je ne sais plus combien. Donc, pour arriver à un mélange graines épatées qui tournaient aux environs de 18% de protéines, 18-19, et les œufs étaient super. Parce que 18 ou 19%, c'est pas évident d'arriver, hein, parce que qu'est-ce qu'on fait? On fait un foin pour le moment avec le quinoa, riche en protéines, le quinoa. Il fait 18 ou 19% de protéines, et on met au moins 2 fois son poids d'eau. Le mélange, je m'excuse, c'est plus 18% de protéines. Hein. Le mélange, c'est 6%. Hein. Alors on vient dire, ah je bouffe un quinoa riche en protéines. Non, mais à partir de quand on parle de pourcentage, c'est matière sèche. Donc on ne tient plus compte quand c'est mouillé, enfin, je pense. Oui, mais quand il le mange mouillé. Hein. Oui, d'accord. Donc il faut quand même qu'il avait l'Amérique du Sud. Il faut quand même qu'il ait sa quantité de protéines. Et parce que si dans son quinoa, il y a un moment donné, il va arriver à saturation. J'en donnais à mes mandarins quand j'avais des mandarins. Je vous garantis qu'ils en mangent. Hein. Ah oui, oui, mais ils mangent un Tu aliment. donnes des pinkies, ils en mangent aussi. Hein. Oui, mais ils mangent tout, hein, les mandarins. Ils mangent un aliment à 6% de protéines. Ils seront remplis avant d'avoir leurs protéines aussi. Hein. Donc tout le débat des protéines n'est pas toujours, tiens, on va donner un aliment sec. Moi je dis toujours, attention, cet aliment sec, il faut voir comment il est distribué aussi. Hein. Tant qu'on parle de pourcentage, quel est le risque si on dépasse 18? Le problème de néphrite. Et qu'est-ce qu'on risque? Il suffit simplement de regarder les fientes. Si elles blanchissent, c'est à ça qu'on voit si l'oiseau a trop de protéines, les fientes qui blanchissent. Et moi, en dessous, dans mes volières, que ce soit indigène ou canarie, en dessous de la perche où il y a l'abreuvoir, j'ai soit une plaque comme ça ou une plus grande. Et c'est là que je contrôle. Quand on met à boire, c'est à ce moment-là qu'on sait voir, ou s'il fait un peu plus mou. Mais c'est là que quand ça va tout seul, il ne faut pas commencer à regarder tout le monde, à se dire qu'est-ce qui se passe. C'est en dessous des abreuvoirs qu'on voit ce C'est au-dessus de l'endroit où ils dorment le soir. C'est pas difficile. C'est là que ça se trouve. Et... Oui, mais parfois quand c'est des box, ils ne sont pas envolés. C'est à l'autre bout. Mais
je pose la question, est-ce que c'est valable pour les canaris ou est-ce que c'est valable pour tous les oiseaux? Je prends un exemple tout bête. Je suis sûr que les mésanges charbonnières qui nichent dans ma boîte aux lettres, à la limite, Ouais. ben, elles sont à 75% de protéines pendant leur élevage. Elles ne mangent rien d'autre que des insectes. Parce que je pense plus aussi. Oui, mais elles mangent que ça. Oui. Ah oui, mais le risque c'est la néphrite. Donc le signe, ce sera les urines qui deviennent blanches, les urines effluentes. Ouais. Les rapaces, pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont pris qui ont liquidé leurs chouettes effraies et tout le bazar? Parce que bon, hein, ça pue, hein, des shit de Oui, mais la question, c'est dangereux pour la baie. Oui, mais à partir de quel seuil ça va faire néphrite et goutte? On a des oiseaux qui, à ce moment-là, quand on les ouvre, bah, ils ont les reins comme brun clair, là, au lieu d'avoir un rein bien charnu, c'est comme si c'était cuit. Mais à partir de quel taux chez tel oiseau, ça dépendra de ce qu'il va faire aussi. Parce que les protéines, ça a aussi un problème métabolique, ça ne se stocke pas les protéines. Donc s'il est actif, il va les dépenser. S'il n'est pas actif, il risque de l'avoir. Ça dépend si c'est votre oiseau dans du gaz de 50 cm. Ça joue aussi, ça c'est vrai. Oui, mais quand on parle de pourcentage, tu vois, c'est pour le mettre dans une petite cage ou une grande cage, pourcentage dans Mais ça une dépend cage. Non, comment ils se dépensent. S'il se dépense. Oui, mais écoute, sa nourriture, ça, je suis pas d'accord, parce que la nourriture, c'est, quand on dit 18%, ça dépend comment ils se dépensent, ils ne dépensent pas uniquement des protéines, hein. Ils dépensent de l'énergie qui est en partie, mais surtout par les sucres, et pas nécessairement uniquement par les protéines, mais par des lipides. Un oiseau qui est envolé, Non, mais c'est un des oiseau qui est envolé, elle va qui dépenser est beaucoup en... plus de caféine, de lipides, de Ça veut dire qu'il va peut-être manger beaucoup plus, et il faut beaucoup plus pour arriver à... Mais au niveau du pourcentage, ça ne change rien du tout pour moi. Si, parce que au niveau, quand ils ont protéines, glucides et lipides, Oui. pour les premières qui vont être utilisées quand il y en a trop pour l'énergie, c'est les protéines. Quelqu'un qui va manger des protéines, ces glucides ne serviront pas à l'énergie, Il lui va faire de la graisse. Donc c'est une question de priorité, si on peut dire. Mais moi personnellement, j'ai essayé ce truc-là et je m'y trouve bien. Il y a juste que la question qu'en indigène, les indigènes, si on leur donne des protéines dans l'aliment, ils ne soignent pas. Si on leur donne des pinkies, ils soignent. Hein, ça c'est autre chose, c'est plutôt là qu'ils ont ça. C'est pas la question de quantité, mais c'est plus au moment de la ponte. Je parlerai plutôt au niveau de la ponte plutôt qu'au niveau de la préparation. Vitamines, oligo-éléments, Mais il y a... Yves, attends, Oui. je m'excuse. Tu dis ça avec les indigènes, avec des pinkies, c'est ne sont pas les protéines. Moi j'entends quand même beaucoup de gens, il y a plus beaucoup de gens qui donnent des pinkies, buffalo et tout ça, il n'y en a plus beaucoup qui donnent à leur indigène. Ils diminuent. Ils sont tous avec le grain de germée. C'est pas la même chose. La croix Oui, oui, mais je veux dire là. Oui, excuse-moi. Non, non, vas-y. Oui, mais je veux dire. Et la perle morbide. Et la peur morbide, des bazars comme ça. Et moi justement, Mais je veux dire, quand j'entends parler des gens, il y en a qui disent, ouais, moi je fais mon élevage avec 2 boîtes de pinkies. Oui, mais je dis justement, je dis c'est là. Si les oiseaux ont été élevés sans pinkies, il n'y a pas de problème. Et moi, ça je suis d'accord. mon but, c'est d'essayer de ne plus leur en donner. J'ai encore essayé cette année-ci. J'ai tenu bon 2 couvées de 6 reins. Mais tu dois nous expliquer pourquoi tu ne veux plus en donner. Tu as une raison. Parce que j'aime pas donner ces asticots qui viennent Mais pour moi, les ciserelles n'en ont pas besoin. C'est mon avis à moi. Ah oui, mais il faut bien dire ça aux miens. Parce que ce que j'ai fait au 3e tour, je leur ai donné Allez des dire à pinkies, quelqu'un et qui a ils ont mangé des soigné. pralines toute sa vie qu'il ne peut plus en avoir. Hein. Ah oui. Ça c'est autre chose. Mais puisque vous parliez justement de la perle morbide, et je profite Ils du n'en ont mot, pas un besoin et après, on en physiologique, parle mais c'est dans leur plus. tête. Après, je ne vous coupe plus, je vais Oui, mais dire. ça rend pas vraiment. Je 5 fois qu'elle dit. Je vous ai coupé assez. Puisque vous parlez justement des J'ai protéines, pris ce qu'il fallait. et du reste, et de la nourriture, insectes, etc.,
est-ce que vous avez, vous, fait l'essai des perles morbides Très peu. cette année-ci, parce qu'il y a 2 ans, vous n'auriez pas su le faire, hein, puisque c'est depuis cette Moi, année. il faut d'abord m'enlever Et qu'est-ce- de l'idée que c'est meilleur que des graines germées. Alors, j'ai déjà Oui. subjectif au départ. Oui, je vous rejoins là-dessus. Je vous rejoins là-dessus. Et c'est comme soigner sans pinkies, il faudra que les oiseaux. Voilà. Moi, les miens, ils n'en ont pas mangé. Mon avis à moi, c'est que pour mettre les oiseaux en condition, rien ne vaut les graines germées. Pour la nourriture des jeunes au nid, après cette année passée, parce que forcément l'année avant, je n'aurais pas su vous le dire, rien ne vaut les perles morbides. C'est mon avis. C'est ça. Les Chacun perles, son avis. c'est mon avis, mais tout à fait subjectif. Oui, oui, oui. C'est un produit de facilité. Voilà, je suis d'accord Et avec quand on doit, pour une raison quelconque, mettre des caches avec des affaires qui nettoient plus vite et ceci et cela, pour avoir plus facile, qu'on diminue son nombre de coupes et que ça ira tout aussi bien. Vouloir élever avec des produits de facilité, moi je regrette. Je me pose la question, quand j'ai Oui, besoin vous de avez ça, raison. On n'a pas non plus les années de recul avec la perle morbide. chez moi, ils Peut-être que dans 5 n'en ont ans, pas voulu. comment Ni mes les canaris, perles c'est pas ni nouveau. mes ciserins, ni mes tarins n'ont voulu manger cette affaire-là. je n'ai pas dit que c'était Pourquoi? trop. Parce qu'ils n'ont pas Ça fait habitué. 20 ans Ça que ça n'existe pas. existe. Hein Si. Ça fait 20 ans que ça existe, les perles morbides. Oui, mais il y a quand même que 2 ans qu'on en parle. Ici Voilà, voilà. Oui, Ici. ben, on est ici. Hein. Ici, parce qu'en Italie, Ça a été inventé avant-hier. Hein. Ben non, non. Parce qu'il faut se dire ceci, c'est que les gens qui n'avaient pas de facilité pour avoir des graines dans certains endroits ont eu plus facile avec ça. Moi, je donne que Parce qu'on vient dire, peut-être que certains ne savent pas ce que c'est des perles morbides. En fait, c'est des aliments industriels reconstitués. Hein. C'est des petits granulés industriels. On dit que ça remplace les graines germées. Mais quand on regarde, il faut y croire naturellement, mais quand on regarde la composition, c'est vrai que si la composition, parce que moi je ne suis pas capable d'analyser, j'accepte l'analyse. Hein. Il y a Et puis je vais me dire, bah, si c'est comme ça, bah oui, c'est pas mal. Bon, mais voilà. Au début, j'étais très sceptique aussi parce que le mot morbide m'embêtait. Oui, c'est vraiment. C'est vraiment anti-publicitaire. C'est la traduction qui n'est pas bonne. Ah, oui, je sais. Mais moi où je suis pas content quand on argumente pour les perles morbides, c'est de dire on a moins de risques avec les perles morbides parce qu'avec les graines germées, ça fermente et ceci ou cela. Les graines germées, elles sont bien faites, elles ne Oui, fermentent quand pas. elles sont bien faites, il n'y a pas de Voilà. problème. C'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'elles soient bien Eh faites. bien, il faut simplifier l'histoire. Parce qu'il y en a qui disent je mets trempé 2 heures. Quand je travaillais, on ne va pas revenir à midi pour mettre germer les graines. Moi, j'applique la technique depuis tout le temps. Allez, continue. Je mets tremper mes graines au soir dans suffisamment d'eau. Au matin, je les rince. Je les mets dans un grand tamis. Un tamis, donc ça fait une nuit, ça fait... C'est beaucoup, ça. Non, mais je ne vais pas me lever à minuit Ah pour ben aller les ouais, mettre, mais- ni me lever à 4 heures du matin. 12 heures, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Je les mets dans ma cuisine quand il fait froid. Donc, je les verse dans un tamis en inox. Je les rince comme il faut. Le dernier rinçage, je le fais avec de l'eau tiède. Comme ça, ça m'évite de déjà devoir les chauffer. Et je les mets dans une étuffe à 27 pendant 24 heures. Donc je les mets au matin, je les lave. Et le lendemain matin, elles sont bonnes. Elles germent 24 heures. Et je n'ai pas de problème. Et je les mets dans ma pâtée et je m'en sers durant la journée. Donc ma pâtée du matin, j'en redonne au soir. Et le lendemain, c'est des autres graines germées. Donc, le soir, je mets trempé, le matin, je lave, je mets germé, et le surlendemain, j'ai mes graines germées qui sont bonnes. Et vous ne les rincez pas avant de les utiliser, enfin de les servir. Je les rince. Pourquoi? Non, il n'y a pas. Non, C'est cette odeur qui dérange. non, quand vous la mettez dans un tamis comme ça, Peut-être que le mélange soit bon au départ. et oui, quand il y en a déjà que le lendemain l'eau est toute brune, c'est déjà autre chose. Mais encore, on a quand même rarement des moisissures. Mais quand vous le mettez dans un tamis, et que l'eau s'écoule et qui ne peut pas tremper le cul des graines, hein,
avec un petit couvercle ou un papier un peu humide, il n'y a pas de moisissure là-dessus. Je les mouille, pourquoi? Parce que j'ai plus facile de mélanger des graines germées humides avec ma pâtée que de mélanger des graines comme ça avec de la pâtée et à mettre de l'eau. C'est plus facile parce que quand on remet un peu d'eau dans la pâtée, il faut encore tout souiller. Mais je les remouille pour humidifier ma pâtée. Parce que ça sert à quoi les graines germées? En fait, pendant la germination, il se passe exactement la même chose que ce qui pourrait se passer pendant la digestion. La digestion, c'est quoi? La digestion, si on prend un aliment, par exemple, qui est composé, voilà, un aliment complexe, que ce soit de l'amidon ou des protéines, qu'est-ce que la digestion va faire? Elle va en faire des plus petits morceaux, pour finir en avoir des morceaux comme ça qui seront utilisables par l'organisme. Donc, au niveau de l'amidon, ça va devenir des sucres, du glucose et autres. Au niveau des protéines, ça va devenir des acides aminés que le corps pourra assimiler. Ça, c'est une première chose des graines germées, donc elles seront déjà beaucoup plus assimilables. C'est pour ça que certains, au lieu de faire des graines germées, font parfois des graines cuites. La cuisson aussi divise ces particules beaucoup plus difficiles. Donc ça c'est justement en parlant de cuir, là, parce que j'ai fait des recherches là-dessus. En réalité, la plupart des graines sont constituées par beaucoup d'amidon, carbone, hydrogène. Pour rendre digestibles ces graines, il faut que les liaisons carbone-hydrogène soient pétées. Et il faut au moins 30 minutes à 180 degrés au micro-ondes pour casser les chaînes. Donc si vous le faites pendant 10 minutes, ça ne sert juste à rien. Et quel est l'avantage? C'est de rendre digestible, mais vous tuez tout ce qui est vitamine. Voilà. Donc il faut repenser le problème à l'envers. Vous faites quelque chose qui est plus digeste pour les oiseaux, mais il faut remettre des vitamines. Mais le grand avantage du système, c'est que les oiseaux, à la place d'être nourris 5 ou 6 fois sur la journée, ils le sont 10 fois. Les parents donnent à manger, c'est digéré. 25 minutes après, il n'y a plus rien dans le jambon. Ils gueulent après. Les parents rentrent. Donc, si on fait un bilan de la journée, de savoir combien de béquets ils ont eu, ça va à peu près de, allez, c'est 6 ou 7 dans un truc classique, et ça arrive à 12 quand on donne uniquement des graines comme ça. Parce que c'est digéré tout de suite. Ouais. Mais je n'ai pas dit que c'était un bon système. Moi, c'est le système qu'applique mon fils. Je le dis. Et bon, c'est un éleveur d'exotique, donc ça a l'air de marcher. Et bon, voilà. Parce que tout le monde a son idée, parce que voilà. Heureusement. Non, mais ce qui compte, c'est de savoir que ça existe, et s'il y a un problème, de pouvoir dire, tiens, il y a ça ou ça qui éventuellement peut gêner. On dit que les graines germées peuvent fermenter. On n'avait qu'à faire l'essai. Les graines germées, la pâtée entre le matin et le soir, dans au frigo. On va pas la laisser. À partir du moment où vous ne les mouillez pas trop et que votre pâtée, du moment qu'on n'en met pas dans un grand pot comme ça tous les trois, mais qu'on les met dans des pots un peu plus ouverts, et quand vous repassez au soir, si votre pâtée est devenue un peu sèche, elle est bonne, si elle est collante, il ne faut pas attaquer les graines germées, c'est vous qui avez mis trop de liquide dans votre pâtée, et c'est à ce moment-là que ça fermente. Donc, si on met des graines germées et qu'on n'attend pas qu'elles s'égouttent, on va attraper un bazar collant, et puis alors on va dire, ah oui, mais mes oiseaux, ils sont malades parce que j'ai donné des graines germées. Non. Mais ce qu'on incrimine parfois aussi aux graines germées, c'est aussi une mauvaise attitude de notre part. On laisse parfois des graines germées avec des germes beaucoup trop longs. Et parce que, alors forcément, vous donnez 98% d'eau, le gésier est rempli, magnifiquement rempli, mais le mouchon, il n'a rien à manier. Quand on met, moi je les mets à 27, j'ai un bel thermostat et des ampoules, quand on en trouve encore, des vieilles ampoules qui chauffent. Là. À 27. C'est magnifique à voir. Le lendemain, quand on passe les graines en dessous de l'eau, on voit tous les petits germes qui explosent. Et allez, on a quelque chose de noir, et puis quand on a fini de les rincer, tout par ce ça vit,
En parlant de graines germées, je rencontre encore de temps en temps des éleveurs de canaries qui travaillent avec des graines germées et qui donnent des mélanges sans navette. Il y a quand même un problème. Hein. Si on ne donne pas de navette, on ne donne pas de graines germées. Il y a quand même, parce que c'est de la navette à 80%, donc ne vous acharnez pas à faire des graines. Si vous faites des graines germées, ne vous acharnez pas à acheter des mélanges sans navette. Ça ne sert à rien de donner d'un côté. Pourtant, dans les mélanges postures, maintenant, ça devient la mode. On ne met plus beaucoup les graines noires. C'est la mode. Oui, mais si on ne donne pas de graines germées, ça va. Mais aller acheter des mélanges sans navette et donner des graines germées, il faut se dire, on le garde pour soi, il faut se dire qu'on n'est pas logique dans sa tête. Et moi, j'en rajoute, moi. Mais si ça marche bien, Oui. mais, et au niveau quantité, je consomme Mais autant attention, de les autres graines, germées les que autres de graines, pâté. déjà, Voilà, c'est à peu près les quantités qu'ils ont, autant de graines germées que de pâté, en kilos. Donc ça fait, je ne sais pas, ça fait peut-être 30 kilos de graines germées par an et 30 kilos de pâté, l'un dans l'autre, moitié-moitié. Mais la navette, on nous dit que la navette qu'on donne maintenant, elle est beaucoup trop fraîche par rapport à la navette qu'on avait autrefois. Voilà. Toutes les graines. Oui, toutes les graines, mais en particulier la navette. Et c'est ça que maintenant la navette est moins digérée et moins bonne. Écoute, dans la nature, est-ce que tu crois qu'un oiseau bouffe une graine sèche? Jamais. Oui, mais, Il n'a pas le temps. si, Toujours des murs. Hein. mais si dans nos élevages on avait un taux de mortalité comme dans la nature, il y a déjà longtemps qu'on aurait arrêté. Hein? Parce que c'est tout bête, quand un couple d'oiseaux meurt dans la nature, quand l'espèce se maintient, ben, ils ont encore deux jeunes vivants à ce moment-là. Si on devait nous travailler comme ça, Ah ben oui, on abandonne. quand on perd un couple qui a plus que 2 jeunes sans en avoir liquidé qui vivent chez nous. Donc, ces graines germées, premièrement, vont amener des éléments plus facilement assimilables et des vitamines. Essentiellement au niveau vitamine A, pas de vitamine D. Vitamine E, il y en a aussi, mais c'est jamais beaucoup étudié au niveau, ça doit arriver au niveau des graines germées aussi. Vitamine E, ce serait plutôt les de l'huile de germe de blé. Oui, ce serait plus au niveau céréales. Moi, quand c'est la saison, ben, dans mon mélange, je tape du froment roux. On trouve encore du froment roux dans certains magasins. Et je tape du froment avec mon mélange de graines germées. Du fromage de blé, hein. Oui. C'est quelque chose, voilà. Le blé, c'est la terre germée. Donc, ça c'est un apport de vitamines. Le problème qui nous reste, c'est le problème de la vitamine D. Et là, il n'y a rien à faire. Il faut quand même faire un apport de vitamine D à nos oiseaux. Il n'y a rien à faire. Et cette vitamine D, en fait, c'est bien d'apporter, mais il faut que ce à quoi elle va servir soit présent aussi, c'est-à-dire qu'il faut que les oiseaux aient du calcium. Donc, on fait un apport en vitamine D. Là, il y a 36 écoles qu'il faut mélanger, qu'il faut donner de la pure. Si vous en avez que ça marche, tant mieux, ne changez pas. Mais n'oubliez pas quand même d'apporter du calcium, parce que les graines ne sont quand même pas très très riches en calcium, le soja un peu plus. Donc, soit avec des eaux sèches, soit avec du calcium en liquide. Oui, c'est beau. Moi, je gratte des eaux sèches dans mon pâté. Ouais. Tu viens de parler du soja là. Oui. Et tu parlais tantôt des protéines. Oui. Mais j'ai oublié de poser la question, mais maintenant ça me revient. Ce sont des protéines végétales ou des protéines animales? Question importante. Quand tu dis je joue avec des protéines, végétales, animales.
Dans son temps, j'aurais su te répondre au niveau de la lysine et tout ça, mais maintenant, Non, non, c'est... Tu les donnes souvent. Les protéines animales, c'est quoi les protéines animales ou végétales? C'est parce que c'est pas les mêmes acides aminés de dégradation. Et je crois que les végétales donnent de la lysine, il me semble. Les C'est animaux parce donnent que de la tu dis lysine. quoi? Tu donnes des protéines. Mais tu donnes quoi? Moi, je donne des protéines 90, c'est une protéine... Oui, donc, c'est chez Mama, du lait, ça. Hein. C'est chez Mama que tu donnes ça. C'est un produit de chez Mama? Chez Marvoisin, là, ça non? Non, ça, je l'achète chez Nico, moi, c'est des pots... Ouais. Il y en a chez Animaliste aussi. Il y en a chez Animal Oui, mais aussi. c'est C'est pas un blanc produit avec Mama. un petit dessert. Ouais. C'est pas un produit Mama. Moi, je ne saurais pas te le dire. Mais il faut faire attention, hein, parce que c'est 90% de protéines, et ça, c'est du produit sec. Hein. Donc, il faut quand même faire gaffe à quand on vide. Et maintenant, tu parlais de coordonnées dans le Pinky. Par exemple, moi, je me donne que... Non, j'essaye. Non. Oui, t'essayes. Moi, je ne donne pas tout ça, mais rien qu'avec les Pinkies, Buffalo et tout ça, c'est la même chose que ce que tu donnes en protéines. C'est des protéines animales. Oui, mais tu ne saurais pas. Avec certains, tu ne saurais pas. Non, mais il faut tenir Non, c'est une question que je te pose. Moi, j'ai compte de ce que l'oiseau mange dans la nature. Ouais. Allez, je pense en majorité ici des éleveurs d'indigènes, d'Européens, on va dire comme ça. Essayer de faire manger des insectes à une linotte, elle ne le fera pas. tous les indigènes mangent des insectes dans la nature. Pendant qu'ils ont des jeunes. Oui. Tous insectivores. Non, tu peux regarder les oiseaux sur les orties, ils vont manger les pucerons, ils vont... Mais ici, j'en parle avant qu'ils pondent, au niveau taille des œufs. Je ne dis pas qu'il ne va pas chercher un puceron ou l'autre. Mais c'est T'as jamais vu des indigènes qui vont Par principe, après un je ne insecte? suis pas un adepte Attends, par box, c'est dans des box. T'as des mouchettes noires qui partent, tu vas voir. Moi, je suis à peu près sûr que je n'arriverai pas à élever un seul Africain sans mes pinkies. Oui, mais je crois que c'est plus au niveau comportemental qu'au niveau alimentaire. Ils s'en foutent de ça. Mais au niveau... Traverserait les volières pour aller à Je dis, j'ai encore voulu faire de mon cette année-ci et Mais là, c'est une drosophile dans la volière. Un papillon dans une volière d'indigène. donc, ce qu'il y a au niveau aliment aussi, il y a tout ce qui est oligo-éléments. Les oligo-éléments, c'est tout ce qui est du fer, du magnésium, du cobalt et tout ça. Tous ces oligo-éléments, le terme oligo-élément veut dire que ce sont des éléments qui agissent en petite quantité pour faire tourner la machine. En fait, c'est un petit peu d'huile par-ci, un petit peu d'huile par-là. Il y a différents produits, il y a différentes préparations à base d'oligo-éléments. Moi, personnellement, j'utilise ces algues marines, qui sont quand même riches en oligo-éléments, mais avec parcimonie, parce que tout ça, tout ce qui est compléments, minéraux, oligo-éléments et autres, moi, j'évite de les mettre dans la pâtée, parce que c'est forcer les oiseaux à manger. Ils vont manger la pâtée, et si on a bourré trop de calcium ou trop d'oligo-éléments, ils les ont. Alors il y en a qui disent, oui mais moi je ne donne plus ci parce que j'ai des œufs qui n'éclosent pas, les coquilles sont trop dures. Beaucoup mieux laisser les oligo-éléments à disposition des oiseaux. Moi je mélange avec, ça vaut pour moi, je mélange avec de l'argile pour pigeons, l'argile pour pigeons, des oligo-éléments et du kérine. Quand ils ont besoin, ils vont en chercher. Ils n'en ont pas besoin, ils ne vont pas en chercher. Mais de grâce, arrêtons de mettre en permanence ces bazars d'oligo-éléments et de calcium, des compléments dans la pâtée. On peut intoxiquer nos oiseaux si on en donne de trop. On leur met à disposition. Ils en ont besoin, mais à certains moments. En ciserin, c'est encore beaucoup plus typique. Là, c'est les briques à pigeons, l'argile à pigeons. J'en mets dans toutes mes volières aussi, mais ils y vont. Il y a une semaine, ils vont se taper dessus, ils vont tout manger. Et la semaine d'après, ils n'en mangent pas. Et les canaris, c'est pareil. Ils en ont toujours à disposition aussi. Et il y a des moments, pourquoi est-ce qu'ils vont manger ça? Je me le demande, et puis ils vont rester ça.
Tandis que si je prends l'option de les intoxiquer via la pâtée, là on est foutu. Donc, les compléments, à ce niveau-là, moi, mettez-les en libre service et pas dans la pâtée. Alors, donc au niveau aliment, je crois que c'est à peu près tout. Il y en a pour faire peut-être des trucs qui me reviendront, je ne sais plus bien. Au niveau santé, ben, c'est pas maintenant qu'il faut commencer à penser à préparer nos oiseaux. Il faut que nos oiseaux soient en santé toute l'année. On peut éventuellement les aider. Ce qui veut dire en santé toute l'année, ça veut dire que même en Canaries et en indigène, je m'excuse, en perruche, je suis un peu beaucoup moins compétent. Ce qui veut dire en Canaries, la vaccination variole pour éviter des problèmes, et alors aider les oiseaux à bâtir leur immunité eux-mêmes contre tout ce qui est coccidiose, l'encastrellose, donc ça c'est la fameuse la toxoplasmose, et tout ce qui est flagellé. On n'en parle pas assez de tout ce qui est flagellé. Mais on les aide à lutter. On les a déjà aidés avec des vitamines, en particulier les vitamines A, parce que à quoi servent les vitamines A essentiellement? C'est à refaire les cellules. Et dans l'intestin, il y a énormément de cellules qui sont détruites, et c'est au niveau de l'intestin que les oiseaux vont se faire une immunité contre ces parasites-là. Donc, suffisamment de vitamine A, et traitement, j'appelle ça préventif, parce que soigner un oiseau qui a la coccidiose, si vous avez un traitement de fond dans votre élevage, s'il y en a un qui est malade, il vaut mieux qu'il crève tout de suite, comme ça on est tranquille. Si vous ne supportez pas, ça ne sert à rien de pouvoir le forcer à rester chez vous. Donc, donc coccidiose, moi personnellement, je suis un adepte du Bécox. Après le Bécox, avant on disait SMS, mais SMS, j'en ai déjà autopsié des dizaines et des centaines d'oiseaux traités au SMS qui crevaient de coccidiose. ESB. Je parle coccidiose. Oui, ESB3. Si, ça existe encore. En verdier. Furavette. Oh, mais on n'est pas. Tu es venu en vélo, en auto avant la guerre, toi. C'est des produits. Ça existe toujours, les produits furoxone et ainsi de suite. Oui, mais on est quand même. Ça n'existe plus sous cette partie-là. On est quand même. Il y a quand même. Il faut quand même aller un petit peu. Mais je suis d'accord avec toi, Bécox c'est drôlement plus pratique. Et puis, le Bécox est spécifique coccidiose que le SB3. Tu vas soigner des verdiers. Il y a des souches qui résistent, mais si tu as une souche qui est sensible par la coccidiose, tu peux les tremper dans le SB3. Ils vont crever, tu leur donnes du Bécox, à condition de ne pas respecter la dose qu'ils mettent. Ils donnent une dose de 5 cc, 5 cc de Bécox dans l'eau, ils ne boivent pas. Alors, 1 cc à 1 cc et demi maximum de Bécox par litre d'eau, et là, ben, on donne 2 jours. Mais vous donnez 5 cc, il suffit. C'est pas une expérience à faire, mais on mettait trop de Bécox dans les bouteilles, vous passez le lendemain, les bouteilles, elles sont toujours là, elles n'ont pas bougé. C'est tellement amer qu'ils ne boivent pas. Donc, faites attention à ceux qui utilisent le Bécox, travaillez avec cette dose-là. Moi, je préconise ce traitement Bécox. Il a un gros avantage, c'est que ce n'est que 2 jours. Faire ce traitement Bécox aux environs de la mue. Une fois par an, peut-être 2 s'il faut des verdiers, mais si les jeunes sont traités aux environs de la mue avec du Bécox à ce moment-là, ils n'auront qu'à se débrouiller le reste de l'année, ils n'auront qu'à se faire leur immunité eux-mêmes. Est-ce qu'il existe, excusez-moi, j'avais dit que je ne vous couperais plus, mais je vais encore le faire une fois. Est-ce qu'il existe un problème chez certains oiseaux d'assuétude à ces médicaments-là? Quand je dis assuétude, c'est-à-dire que tant qu'ils sont soignés, ça va bien, tant qu'ils sont soumis, donc ça va bien. Je ne parle pas pour moi. C'est ce qu'on dit, des je crois qu'il y a beaucoup de personnes ici qui vont comprendre de quoi je parle. Tant qu'ils sont soignés, ça va bien, et puis quand les oiseaux partent d'autre part, boum.
il se passe un problème. Oui, ça c'est Est-ce ce que qu'on dit c'est avec les possible? flamands. Est-ce possible que ça vienne de ça? Pas du Baycox. Pas Si le c'est pas Baycox. celui-là, Vous d'un ne autre. tiendrez pas un D'un oiseau autre. en vie. Les antibiotiques. Le débat, oui, je ne parle même pas des antibiotiques. Le débat viendrait peut-être un petit peu de l'ESB 3. L'ESB 3, il est plus spécifique au niveau Lancasterellos, donc la toxoplasmose, que la coccidiose. C'est des cousins, mais les atoxoplasmes ont la particularité, eux, de se mettre dans les globules blancs. Et les jeunes sont infestés par leurs parents pratiquement au premier nourrissage. Hop, ils ramassent leur dose déjà d'atoxoplasme à ce moment-là, surtout dans les parents de la première année. Après, ils font une certaine immunité, mais les plus dangereux pour transmettre la toxoplasmose, c'est les jeunes qui élèvent la première année. Donc, l'ESB3 a la particularité, donc, il est actif contre les atoxoplasmes et il amène une certaine acidité de l'eau. Voilà. Et tu peux la rendre, tu peux faire autrement, hein, ça. Oui, mais c'est peut-être là qu'il y aurait peut-être une certaine assuétude au niveau de l'ESB3. J'ai acheté 4 chardonnerets il y a 2 ans, magnifiques, magnifiques. Chez un homme qui ne boit pas aux médicaments, soi-disant. Ouais, mais peu importe. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, ils ont... C'est ça aussi, vous parlez de l'ESB3. Maintenant, si on traite un ESB3 quasiment toute l'année, oui. Mais si on fait 2 traitements 5 jours par an... Voilà. Mais je ne crois pas que ce soit le SB3 quand même qui va vous permettre de donner des chardonnerets en vie. Chardonneret, je ne sais pas, je ne l'élève pas, mais moi j'ai élevé des verdiers. La première année que j'ai élevé des verdiers, je n'ai rien donné parce que je ne le savais pas. Sur 30 jeunes, j'en ai perdu 27. C'est une norme. Hein. Et depuis, Et je traite à l'ESB3 et je perds je fais à peu près entre 35 et 50 jeunes par an. Je perds 2-3 oiseaux. Vous ne donnez pas de Baycox. Je ne donne pas de Baycox. Moi, Uniquement de l'ESB3. Je fais un traitement de 5 jours de l'ESB3 au moment où je sèvre mes jeunes et un traitement de 5 jours au moment du début de ma nuit. Pas toute l'année. Je Non, suis... c'est tout ce que je fais. Et comment... Et vous dites bien vous-même que vous donnez au moment du sevrage et au niveau de la mue, ce sont 2 moments où les oiseaux ont besoin d'aide. Et c'est là qu'il faut... C'est aussi une leçon d'humilité. Hein. C'est pas vous qui traitez. Vous aidez l'oiseau à faire son immunité au moment où il est faible. Oui, il est fait. Sevré en tarin et en ciserin, moi, je sèvre sous ESB3. Les femelles ont de l'ESB3, puisque je commence à donner de l'ESB3 3 jours avant de sevrer, donc ils sont encore avec les parents, et je continue, quand ils sont sevrés, je continue encore 2 jours. Et j'arrête aux parents. Et les femelles pondent, et c'est des œufs fécondés. On dit il faut l'ESB3, il faut 1 mois avant. Moi, en élevage, mes oiseaux, mes jeunes sont sevrés sous ESB3. Et j'ai pas d'œufs clairs. Moi j'ai discuté une fois avec un éleveur de verdier, il m'a dit moi je traite, je blanchis mes producteurs, qui dit 15 jours avant de mettre la nique, il dit je fais un traitement de 15 jours de SB3. Si vous achetez 15 jours, c'est beaucoup. non, ce gars-là fait 15 jours. Et forcément, si vous faites des traitements comme ça, forcément, vous savez les oiseaux, vous savez la suite, la suite, évidemment. Oui, ça c'est le problème. Si tu as déjà essayé ce truc-là, et je me dis, 15 jours de SB3, les fientes sont sanguinolentes. Oui. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Il y a du sang, dans les fientes. C'est pas possible autrement, hein, parce que ça décape. Hein. Oui, je vous dis ce que le gars m'a dit. Mais je dis, et ça voit que tu as des filets de sang. Et le SB3 est un tue chardonneret très efficace. Mettez 2 grammes de SB3, ça va bien. Les chardonnerets sont tout beaux. Hein. Moi, je vais quand même leur donner de l'SB3, 1 gramme. Hein. Il y en a qui donnent 1,5 grammes, c'est déjà beaucoup. Je ne sais pas combien tu donnes. 1 gramme, moi, quand je fais les trucs. Et vous donnez 2 grammes. Pour 2 litres d'eau. Ah. Vous donnez 2 grammes par litre. Là, vos chardonnerets, ils un étaient gramme beaux, par 5 jours après, ils sont comme ça. Hein. Et vous les ramassez. Donc, ça tue bien. Moi, je mets 2 grammes et demi pour 5 litres. Ouais. Donc, c'est 1,5 gramme par litre. Il met ça quand il rassemble les chardonnerets. Non, quand je rassemble les oiseaux. Donc quand il prend dans différentes volières. Non, je travaille avec du Baycox maintenant. Quand je bouge mes oiseaux des parents,
que je les mets, mais moi tu sais bien, je mélange toutes les sortes ensemble en plus. Ouais. Des jeunes minots, des jeunes chamaudrés, sauf les bouvreuils, parce que bon, c'est bing bang boum dans les treillis. Mais, et quand j'ai mes oiseaux que j'ai repris là et là, que j'en ai une quinzaine dans les cages, je leur fais 2 jours à demi-dose Bécox. Pour la toxoplasmose, il faut savoir que si un jour tu as un problème, il faut quand même penser que le Bécox, ce n'est pas le médicament miracle pour la toxoplasmose. Oui, mais quand. Non, c'est parce que j'ai remarqué, quand je les manipule, que je les bouge les parents, je les mets ensemble, quand ils sont ensemble de 4-5 jours, il y a toujours 3-4 oiseaux qui sont en route. Oui, le Donc stress. c'est pour ça que je fais directement, j'attends 2 jours, et parce qu'on va dire sur 2 jours ou 3 jours, j'ai ma cage qui est pleine, et ben, je fais ma cure 2 jours, et mes jeunes, bon, pour ça que de temps en temps, j'en perds pas, hein. Mais avant, c'était, après 2-3 jours, il y avait 15 oiseaux, il y en avait 4 qui étaient en poule. C'est toujours ce stress. Et souvent 4 chardons. de les mettre. Ah ben oui, sans doute. Et souvent 4 chardons. Il faut toujours faire de la prévention. C'est un autre domaine. Mais en exposition, c'est pas un secret, il y en a qui utilisent des calmants. Hein? Moi, j'en utilise pour certains oiseaux, mais quand je les sors du box, avant de les sortir, ils sont en box, je leur donne du calmant pendant 4-5 jours. Donc ils sont peut-être au mois d'octobre. Et quand je les mets dans leur cage, ils sont heureux. Eh bien, ils restent heureux sans plus jamais donner de calmant. Ils sont arrivés dans une cage heureux. Ils sont arrivés calmes dans la cage. Donc c'est là. Oui, quand vous avez un lino, oui. Quand vous avez un lino, verdiagate, c'est déjà limite. Pour qu'il reste sur la perche quand il faut. Moi, j'aime pas les oiseaux sauvages, mais si vous travaillez de cette façon-là, quand l'oiseau arrive, je veux dire, c'est toujours dans le cadre du stress. Il faut l'aider à ce moment-là. S'il est aidé à ce moment-là, il est heureux et il reste tranquille. Ça, c'est. Donc, on parlait de l'ESB3, 1 gramme, 1 gramme et demi maximum par litre. On avait embrayé sur l'acidité. Là, l'acidité, ça n'a pas été découverte, mais il y a déjà quand même quelques dizaines d'années qu'on travaille en acidifiant, soit avec du vinaigre de pomme. Moi, je prends du vinaigre de vin parce que j'ai de temps en temps une vieille bouteille de vin, et je mets du vinaigre de vin. Ça marche aussi bien, si ce n'est que le vinaigre de vin, le lendemain, le cul de la bouteille est sale, puisque ça se dépose un petit peu. Mais à raison d'une cuillère à soupe par litre d'eau, il y a 2 écoles. Il y a une école qui dit qu'il faut donner ça de façon régulière, 1 jour par semaine, ou 1 jour tous les 15 jours. Moi, personnellement, je suis de l'autre école, j'en donne 4-5 jours d'affilée, une semaine, je dis alors, cette semaine-ci, c'est vinaigre. Et puis, ils ont du vinaigre. Quand ça marche, changez tout. Il ne faut pas choisir quand ça marche. Encore une petite question, je suis vraiment désolé. Est-ce qu'on peut donner du vinaigre de cidre de pomme, parce que moi c'est celui-là que je donne, chacun donne ce qu'il peut bien sûr, mais au moment de l'identification, parce qu'on me dit les poussins entre guillemets dans le nid, il ne faut pas donner de vinaigre parce que pour la calcification, etc. Au moment qu'ils en ont, voilà. avant d'avoir eu des jeux. Il ne faut pas commencer. Maintenant, je vais commencer à donner du vinaigre. J'ai quand même une expérience négative à ce sujet-là, en parlant de petits chanteurs du Cuba. Tu vois, petits chanteurs du Cuba. Justement, quand j'ai voulu faire traiter à la cire, bon, c'était les seuls qui avaient déjà des jeunes, parce que c'est des oiseaux que je ne sais pas mettre dans le Japon, hein, ils doivent élever eux-mêmes, ils avaient élevé eux-mêmes. Je vous assure bien que tout de suite, j'ai compris que je devais bouger la bouteille d'acide, parce qu'ils l'ont arrêté de nourrir. Mais ils en avaient déjà régulièrement avant. Ils en ont déjà eu avant, mais pas régulièrement. Enfin, il y avait... Eh bien, je vous assure que lorsque on voyait que la femelle, ça lui faisait mal de dégorger. Hein. Mais tu donnais de l'acide orniplus? Pas du tout. Pas du tout, parce que là, je vais encore discuter un peu au niveau de l'acidité. Parce que j'ai une information absolument qu'on peut vérifier, parce que
nous étions à un moment donné à une conférence en parlant de du degré de l'acidité, c'était dans le but de gérer les mégabactéries. Hein, voilà. Et à un moment donné, on parlait qu'on a une cuillère à soupe par litre. Eh bien, quand tu mets, on va dire ça comme ça, une cuillère à soupe par litre dans l'eau du robinet, une cuillère à soupe dans un litre d'eau d'évian, une cuillère à soupe dans un litre d'une autre eau, et nous mesurons le pH, et avec un truc on avait un truc pour mesurer le pH dans les aquariums, hein? Eh bien, voilà, bon. On était à 3 dans certains cas, et à 6 dans un autre cas, donc ça ne servait à rien, pratiquement. Hein? Mais donc, c'est plus efficace que 3. Hein? Oui, 3 c'est presque du coca. Hein? Parce que quand on parle de vinaigre, tu peux donner du coca, c'est le même. Hein? Le coca plus acide. Ça, c'est comme ceux qui mettent de l'algétile dans les bouteilles. Ils doivent avoir beaucoup de brosses. Des trucs qui comptent, hein. Si tu mets du coca, tu calcules ton degré d'acidité, tu vas arriver au même résultat. Mais C'est ce que le net bleu. mais en plus, c'est sucré. Donc, il ne faut pas... Et les oiseaux aiment bien. Walter, pour dire ceux qui en boivent, c'est différent. Les oiseaux, justement, ont la particularité, c'est qu'ici, dans leur jabot, il n'y a pas tellement d'acidité. L'acidité, elle se fait dans le ventricule succenturier, juste au-dessus du gésier. Là. Ouais. Ils ont un réservoir en plus que nous. Nous, on boit du coca, ça arrive dans notre estomac qui est quand même déjà acide. Mais les oiseaux, en premier lieu, les graines arrivent ici dans le jabot, qui n'est pas acide. Ce n'est qu'après, quand ils vont passer dans l'estomac, que ça va s'acidifier. Et c'est là qu'on peut avoir des problèmes. Et c'est pour ça qu'on acidifie, parce que ce jabot n'a pas cette capacité de produire de l'acide. Ils sont différents de nous. C'est là que la digestion... Et c'est là que j'ai trouvé que mon chanteur de Cuba est en difficulté. La teneur en acide, gardée pendant un certain temps, puis redégorgée pour nourrir ses jeunes, et bien, je voyais bien que la femelle, elle ne pouvait pas faire ça longtemps, quoi, c'était pas possible. Mais c'est une bonne info, il faut être vigilant, mais ce n'est pas une raison suffisante que pour ne pas en donner. Ah non, j'ai pas dit ça. Hein. Non, mais on se comprend. C'est parce que la question qu'il a posée, c'était pendant la saison d'élevage. Mais ici, la réponse est quand il y a des jeunes, soyons prudents. Mais moi, c'était l'effet sur les jeunes, parce que... Ouais, l'effet sur les Il ne faut jamais essayer quelque chose. Quand c'est le moment, c'est le moment. Voilà. Il ne faut jamais essayer. Il y a juste quand il fait trop chaud. J'hésite. J'hésite toujours quand il fait vraiment trop chaud. Bonne question. Est-ce que ça a un effet particulier sur et carrément sur la teneur en calcium des coquilles quand tu en donnes pendant cette période-là? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Non, ici, on va arriver à pH, je veux dire 5. Dans le ventricule succenturier, je vais le dessiner ici, ventricule succenturier et le gésier, ici, on va être à pH comme chez nous, hein, on va être peut-être à pH 2. Ils n'ont pas besoin d'acide pour faire descendre leur pH. Hein. Donc, c'est pas... Moi, je croyais que l'acidité du vinaigre avait surtout un effet sur le système digestif, forcément, et au niveau des intestins, avec un effet bactéricide. C'est toujours vrai, ça? Non, on m'a menti. Non, c'est pas qu'on vous a menti. Ça, c'était, on en avait discuté la fois passée du système. C'est une personne éminente venant de Marseille qui a fait des forums ici dans la région. Oui. Donc, pourquoi Hormis ma chère, je ne sais plus son nom, qui a dit que, je ne sais plus comment il s'appelle. Pourquoi est-ce qu'il y a de la fermentation dans l'intestin? Parce que les aliments arrivent pas suffisamment acides et pré-digérés. Qu'est-ce qui se passe chez les oiseaux? Quand un oiseau mange des graines, elles vont d'abord ici. Il y a même certaines écoles qui disent que ça voyage entre ici et le bec. Ça voyage. Et quand elles sont suffisamment détrempées, elles peuvent passer ici. Deuxième étape, acidité. Troisième étape, broyage. Et quand c'est suffisamment fin, les sucs biliaires et la flore intestinale commencent à les dégrader. Mais la flore intestinale, elle va travailler là-dessus. Si la flore intestinale doit travailler là-dessus, fermentation,
Et c'est la diarrhée. C'est la diarrhée. On a quand même comme on peut. Ce symptôme de beaucoup de choses. Ce symptôme de beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait qu'on avait, à l'époque de la capture des oiseaux, les oiseaux stressés, la première chose qu'ils vont faire, ils ne vont plus assurer ce mécanisme-là et les aliments vont passer trop vite dans l'intestin et ils vont attraper la diarrhée. Tout de ça au-dessus, c'est pour mammifères, alors. Ça, non, c'est de l'amidon. C'est de l'amidon de l'avoine pelée. Mais quand l'oiseau, quand l'amidon va, voilà, quand l'amidon sera ici, il sera déjà arrivé comme ça. Et quand il sera assimilable par l'oiseau, il sera comme ça. Donc, vinaigre, quand même, c'est, je vais dire, c'est 80% de la prévention au niveau produit qu'on peut donner. Tu as l'esprit de sel aussi. C'est un acide fort. Donc, l'acide fort, c'est... Il ne faut pas se tromper. C'est comme les graines germées, ça doit être bien. Non. Entre les graines germées qui sont à hauteur de tout le monde et de l'esprit de sel qui sera peut-être 20% ou 40% d'acide, il faut déjà le savoir. 30%. Ça dépend lequel. Diluer. Et puis diluer. J'ai connu un vétérinaire, mais dans un autre domaine, dans un domaine de moutons, qui a tué ses moutons d'intoxication au cuivre parce qu'il a travaillé avec un produit cuivré beaucoup concentré et il s'est trompé d'une virgule. Eh ben, alors, du vinaigre, ça va. Oui, il y en a qui disent de l'esprit de sel. Moi, je peux raconter une petite anecdote. Quand tu ne te trompes pas. Oui. Anecdote qui m'est arrivée en parlant de dosage, mais idiot, j'explique. Donc, je donne à mes oiseaux du Japon du randidazole, c'est-à-dire un produit contre les flagelles. Tu vas en parler. Et à un moment donné, donc, je donne ce dosage dans un litre d'eau, c'est calculé, je donne à boire aux oiseaux. Et puis à un moment donné, tout compte fait, je me dis, mais je suis complètement idiot. Pourquoi tout compte fait, est-ce que je ne humidifie pas ma pâtée avec ce produit? Et comme ça, je ne devrais pas en mettre dans la même abreuvoir, c'est plus malin, non? Oui, après, tu dois forcer un petit premier jour que je fais ça, oh là là, 10 coupes de moine au Japon, qui tournaient. Eh bien, par rapport à la quantité d'eau qu'il buvait, ou à la quantité de pâté qu'il ingurgitait, j'ai calculé, j'ai multiplié la dose par 1000 ou par 10 000. Hein. Donc, il faut être extrêmement prudent sur les dosages. Et la manière dont on le donne. Et d'autant plus qu'on a des produits type ronidazole. Les produits médicamenteux, c'est souvent des produits dilués. Mais on trouve encore dans certains cas du ronidazole pur, alors que le rizole à l'époque c'était du 10%, et le Tricoplus c'est du 5%. Vous voyez, mais si on dit, ben tiens, moi je donne du Tricoplus, j'ai trouvé du ronidazole pas plus cher, je donne du ronidazole qui est concentré 20 fois plus. Donc, faisons attention quand même à ce truc-là. Et tu donnes combien d'esprit de sel? Parce que comme ça, les gens le sauront, si tu veux bien dire combien tu donnes. Je fais on va dire 333 centilitres d'esprit de sel pour 666 centilitres, donc pour faire un litre. C'est un tiers pour 2 tiers. Oui, mais alors tu redilues ça. Je fais ça dans une bouteille, je redilue, et puis je redonne 1 cc par litre d'eau de ce mélange. Ça pourrait en mettre cube. Ah ouais, je fais une bouteille, j'ai marqué. Le pourcentage de ça, c'est on prend 20%, 10% d'esprit de sel à 29%. Comme ça, j'ai 2 trucs qu'on dilue dans 10 cc d'eau. Donc c'est 10 cc. 10 cc de sel. Non. Dans 20 cc. Dans 20 cc d'eau, et on reprend 2 cc. Deux bouteilles de l'eau, Donc ces 30 cc là, je reprends 2%
C'est Gabriel Delmotte. C'est la formule de Gabriel Delmotte. Patrick, il est le double. Puisque une part pour deux, lui donne un CC, lui donne un tout. Donc c'est une part d'HCL et deux Oui, parts. mais disons que le pourcentage est plus passé là. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est une part. Oui, un J pour deux J. Oui. Mais, Et la chaîne qu'on trouve dans le commerce, c'est jamais du 100%. non. Heureusement. Si, Covidric, je ne sais pas si certains ont déjà eu. C'est quand même très très dangereux en présence d'eau de javel. Hein. Faites attention quand vous travaillez de l'acide chlorhydrique avec de l'eau de javel. Hein. C'est pour crever. C'est pour crever. Hein. Et ne renversez pas ce plaisir de Mon vinaigre, je peux continuer à travailler avec l'eau de javel. C'est quand même. Donc, on était au niveau acidité, ça se termine maintenant au niveau flagellé. On a trop tendance à oublier ces flagellés. C'est quand même des parasites qu'on ne trouve pas dans les labos. C'est pour ça que ça a foutu une misère, déjà au niveau intestinal. Et puis il y a une dizaine d'années, quand il y a eu les problèmes de sinusite, là, il a fallu des années, des mois pour qu'ils trouvent que c'était des flagellés. Donc on a trop tendance à oublier de soigner au niveau des flagellés. Et moi personnellement j'associe les deux, ESB3 et Trichoplus. Au niveau de mes traitements préventifs, je ne blanchis pas mes oiseaux, parce que ça, blanchir ça ne veut rien dire, c'est comme si je prenais des médicaments maintenant pour ne pas être malade dans 2 mois. Je ne sais pas pourquoi je ne serai pas malade dans 2 mois, parce que j'en prends même. Mais ce sont des traitements que je n'ai pas encore commencé cet hiver, parce que moi j'accouple seulement au mois de... Ils sont dehors, donc ce sera au mois de mai que mes canaris vont être accouplés, avril-mai. Donc pour le moment, ils laissent tranquille. Mais j'associe ces deux-là. Bécox, ils l'ont eu quand ils étaient jeunes, au moment de la mue. Ça, ils auront encore avant l'élevage. Alors pour aider et pour terminer, parce qu'on pourra encore discuter si on veut, il y a entre les deux, pour garder une bonne santé, il y a toute la problématique de ce qu'on appelle prébiotiques, probiotiques, etc. Il y a une grosse différence. Les probiotiques, en fait, ce sont des bactéries en elles-mêmes qui travaillent dans l'intestin. Et là, j'ai un petit peu de malaise vis-à-vis de ces probiotiques qu'on fait parfois passer valables pour aussi bien les oiseaux que pour les chiens et les chevaux. Alors que la digestion des chiens n'est pas du tout la même que la digestion des chevaux et encore moins que la digestion des oiseaux. Les oiseaux ont une flore essentiellement composée, on va pas entrer dans les détails, de grammes positifs, donc ce sont c'est pas des colibacilles, c'est plutôt du côté des streptocoques. Et moi je ne suis pas un adepte de l'utilisation des probiotiques, il y en a qui en donnent et si ça marche, continuer. Je préfère plutôt travailler de façon prébiotique, je dis de façon prébiotique, parce que qu'est-ce que c'est les prébiotiques? Ce sont des aliments qui donnent à manger à la flore intestinale normale. C'est autant favoriser la flore intestinale normale. Et là, il y en a 2 grandes familles. Il y a tout ce qui est famille, il y en a peut-être qui vont tomber assis sur leur chaise, tout ce qui est la famille des chicorées et des chicons, c'est les meilleurs. C'est de l'inuline. Qu'est-ce qu'on dit quand on met... Allez, il y en a combien qui donnent des chicorées à leurs oiseaux et ça marche impeccable? 2 fois par semaine. Qu'est-ce que c'est des chicorées? C'est de l'inuline, c'est des prébiotiques qui alimentent la flore intestinale. On n'a pas besoin d'aller se compliquer la vie, mais avec ça, on va déjà loin. On a aidé, on a donné aux oiseaux ce qu'il fallait pour. Alors de l'autre côté, et là je n'ai pas d'explication, il y a une autre famille qui est plutôt du côté de l'ail. Pourtant on dit que l'ail c'est un vermifuge. Hein, puis on a qui disent que c'est comme ça. Mais ce sont également l'ail, oignon, ce sont des prébiotiques aussi. Les bananes, mais nos oiseaux n'aiment pas. Moi, je ne suis pas dans des bananes des oiseaux. Mais les exotiques, c'est peut-être beau. on est aussi dans
dans ces produits-là. Et c'est ce qui fait un petit peu, j'en ai tout, comme tout le monde, j'ai déjà essayé tout ce qui est produit de chez Comet. C'est un petit peu la réflexion et la piste de réflexion de ces gens-là. Hein. Ils travaillent avec des produits de ce genre-là qui aident l'oiseau à lutter plutôt que d'aller donner des... Ça, c'est le dernier recours. Et dans la vie de tous les jours, vous donnez des chicorées 2 fois par semaine, rien à faire. Vous êtes là et vous, 80% avec votre vinaigre, allez, 9% avec ça, plus beaucoup, hein, c'est tout.